sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de s'en rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore, dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû se coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne le courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit, on vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à s'ouvrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie, et à l'insensibilité duquel je retournerais vite m'unir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive. Retrouvé tel de mes terreurs enfantines, comme celles que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on
une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la vie de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant, et il lit en une seconde le point de la terre qui l'occupe. Le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre, que, vers le matin, après quelques insomnies, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement. Il suffit que son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil est à la première minute de son réveil. Il ne saura plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher, que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente par exemple, après dîner assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace. Et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement dans mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je me réveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes, mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément entrevue des lampes à pétrole, puis des chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps trop engourdi pour remuer cherchait d'après la forme de sa
cheminée.